Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur ce cycle de vidéos où on va parler en gros des 20 meilleures pratiques qui existent en entreprise aujourd'hui et qui sont parmi les plus répandues et en général les plus recherchées dans le domaine des certifications internationales. Alors je vous propose ce schéma qui a été fortement mis à jour parce qu'évidemment il y a plein de choses qui sont apparues au cours des années qui ont précédé la toute précédente vidéo, la toute première vidéo que j'avais tournée sur le sujet. Alors on va retrouver l'articulation d'une chaîne de valeur d'entreprise depuis évidemment la raison d'être, la mission, la vision, on va en reparler, jusqu'aux aspects les plus opérationnels, jusqu'à l'implémentation des solutions dans le système d'information, sa sécurisation, la mise à disposition des ressources, la garantie de services, etc. Et à travers deux grands axes complémentaires qui sont le build et puis le run, bien entendu. Alors on va commencer bien entendu par la raison d'être, la mission et puis la vision d'une entreprise. Une entreprise aujourd'hui, elle a besoin d'expliciter sa raison d'être. C'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui est explicite pour tout le monde, pour à la fois les collaborateurs, surtout d'ailleurs pour le collaborateur, et pour l'ensemble du monde, du business. Pourquoi cette entreprise existe? Quels sont ses desseins? Quels sont les grands objectifs, les grands rêves en fait qu'elle imagine servir à travers son existence? Alors ça peut être sur des aspects environnementaux, ça peut être sur des aspects qui permettent à l'entreprise d'aider les gens à trouver du travail, à grandir professionnellement. Ça c'est par exemple la raison d'être de Skills for All. Chaque entreprise devrait définir sa raison d'être de manière à ce que ça soit clair dans l'esprit des collaborateurs et de l'ensemble de l'écosystème. Une fois qu'elle a défini sa raison d'être, qui explique son existence finalement à cette entreprise, elle va définir ensuite sa vision. Sa vision, c'est quel va être son état futur, qui peut-être ne sera jamais atteint parce que c'est quelque chose d'ambitieux, bien entendu, mais la vision, ça explicite ce qu'on va chercher à devenir. On va vouloir devenir le numéro 1 de la chaussure de sport en Europe, je veux dire n'importe quoi, ou du fournisseur de véhicules électriques dans le monde. Cette vision, elle va permettre de clarifier en fait la direction dans laquelle on va s'engager. Et enfin, la mission, ça va être les moyens qui vont être déployés par l'entreprise pour atteindre cette vision, pour un jour pouvoir effectivement être le numéro 1 mondial de la chaussure de sport, voilà, par exemple. Ça, c'est extrêmement important parce que ça doit définir une ligne directrice dans l'entreprise et sans cette ligne directrice, eh bien, on va avoir du mal à aligner les stratégies. C'est pour ça que derrière, évidemment, on parle d'objectifs d'entreprise et de stratégie. Ça, c'est le deuxième pavé où on va parler de balance scorecard. Pour pouvoir bien baliser le chemin, pour atteindre la vision, eh bien, il va falloir passer par un certain nombre d'étapes. Et les étapes, ça va s'appeler des jalons, ça va s'appeler des buts intermédiaires, et l'atteinte de ces buts, ça va être mesuré par des objectifs. Tout ça sont des choses différentes qui ont besoin d'être clarifiées. Bien sûr, on parle de ça en détail dans BPM, Business Process Management, parce que c'est là-dedans qu'on va aligner ensuite, on en reparlera un petit peu plus tard, les grands processus métiers de l'entreprise, les processus les plus importants sur lesquels l'entreprise va devoir vraisemblablement investir ou qu'elle va devoir transformer. On parlera aussi de transformation et puis de changement dans cette vidéo. Donc la deuxième étape, une fois avoir défini la raison d'être, la mission et la vision, c'est de définir une stratégie. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour arriver à l'état souhaité, c'est-à-dire atteindre notre vision? Peut-être qu'il va falloir qu'on signe des partenariats, peut-être qu'il va falloir qu'on fasse grossir un catalogue de produits, peut-être qu'il va falloir au contraire qu'on resserre nos compétences et notre savoir-faire autour d'un cœur business. C'est souvent de ça dont on parle quand on veut se recentrer sur son métier, par exemple. Tout ça sont des stratégies. Alors ces objectifs, cette stratégie, on la matérialise par un balance scorecard, c'est-à-dire un tableau de bord équilibré de la performance, qui va parler à la fois de la partie financière, bien sûr, des objectifs financiers, mais aussi des objectifs en termes de processus, en termes de relations clients, et à la fin, bien entendu, en termes RH, de recrutement, de motivation, etc., des personnels. Tout ça va être important, va être mis dans un tableau. C'est pour ça qu'on parle de tableau de bord équilibré, où on va voir ces quatre perspectives, ces quatre dimensions, financière, client, process et puis recrutement, motivation, qui vont permettre à toute l'entreprise de s'aligner, d'avoir une vision claire sur là où on va, à quelle vitesse,
quels vont être les moyens employés pour atteindre cette vision. Le Balance Scorecard, c'est de plus en plus largement reconnu comme étant un outil qui permet de clarifier une stratégie, des objectifs, et qui permet surtout de mesurer l'atteinte ou pas de ces objectifs. Il y a des entreprises qui vont jusqu'à décliner un Balance Scorecard par collaborateur, parce qu'elles considèrent que chaque collaborateur doit contribuer à la stratégie globale de l'entreprise et donc à un objectif financier, à un objectif client, à un objectif de participation à une vision transverse qui s'appelle un processus, et à un objectif de monter en compétences et de monter en performance personnelle. Et donc il y a un certain nombre d'entreprises qui déclinent le Balance Scorecard par collaborateur. À partir du moment où on a ça, on va parler de business process. Là, on va être dans BPM, Business Process Management. Une fois que la vision elle est claire, que les objectifs ont été clarifiés également, qu'on sait quels sont les moyens qui vont être employés, eh bien, il faut se focaliser sur les bons processus. BPM explique comment identifier les processus les plus importants pour votre entreprise. Et ça dépend de la stratégie client qui a été déterminée dans le Balance Scorecard. Si vous êtes une entreprise qui est principalement focalisée sur les coûts, low cost, on va dire pour simplifier, eh bien on va se focaliser sur les processus qui vont permettre de réduire les coûts, bien entendu. Donc les processus d'achat, par exemple, les processus de fluidification, de production et de réduction de tous les coûts possibles et imaginables. Si vous êtes dans une entreprise dont la relation client est plutôt axée sur la largeur d'un catalogue, c'est-à-dire connaître mieux son client et d'avoir forcément un produit qui lui va bien, ce qui veut dire que le catalogue de produits de l'entreprise est large, et bien à ce moment-là, on sera plutôt sur des processus qui sont liés à la relation client, de manière à mieux connaître son client et à lui proposer des produits qui lui vont bien, des services qui lui vont bien. Si vous êtes dans une entreprise, et ça c'est encore une autre orientation client définie dans le Balance Scorecard, si vous êtes une entreprise qui fabrique les meilleurs produits de la Terre, en tout cas qu'ils le pensent, et de manière à bien sûr attirer les clients qui cherchent les meilleurs produits de la Terre. On a un certain nombre d'entreprises qu'on a en tête, les Apple, etc. Toutes les entreprises qui font briller des produits ou des services de très très grande qualité, eh bien, ont une focalisation qui est sur la qualité du produit, donc sur des processus qui sont liés à la reproductibilité, à la conception, des conceptions innovantes, etc. Et donc ce sont d'autres processus qui vont être prioritaires pour cette entreprise-là en fonction des objectifs et de la vision et de la mission de l'entreprise. Donc vous voyez comment tout ça est aligné. D'abord une raison d'être, une mission, une vision, ensuite des objectifs qui sont alignés bien sûr avec cette vision et cette mission, et donc des processus les plus importants sur lesquels l'entreprise va devoir investir, soit dans leur transformation, soit dans leur efficience, et ça on en parle évidemment dans BPM, après avoir parlé de Balance Scorecard. Une fois qu'on a parlé des processus les plus importants, vous savez bien qu'à un moment donné, pour qu'un processus fonctionne, il a besoin d'informations. Une fois qu'on a les processus principaux sur lesquels l'entreprise va devoir se focaliser, eh ben, on est en plein dans le métier. Parce que quand on parle de processus de BPM, on est dans les processus métiers. Vous êtes dans l'assurance, les processus qui tournent autour des produits assurantiels. Dans l'industrie, tous les processus qui tournent autour de la conception, de la fabrication, la production de véhicules, etc. Je simplifie bien entendu. Donc là, on est dans le cœur de métier de l'entreprise. Ce métier, il faut le connaître. On ne peut pas s'improviser expert du métier automobile si on n'a jamais bossé dans l'auto. Pareil dans l'aéro, dans la pharma et dans les services informatiques. C'est exactement la même chose. La business analysis, c'est une connaissance du métier. Mais au-delà de ça, être capable de challenger. Un exemple parlant. Dans une mutuelle à laquelle je suis intervenu, on avait à refondre le processus d'adhésion, c'est-à-dire celui où un prospect vient en agence et puis signe un contrat et puis devient adhérente à la mutuelle. Et on a complètement retourné le process. Avant, il fallait venir avec une liste de documents pas possible, avec une carte d'identité, des bulletins de salaire et tout ce que vous voulez pour justifier des revenus et du niveau de risque. Et donc on attendait à ce que la personne, le client, vienne avec tous ses papiers pour pouvoir être adhérent. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement retourné le processus et on a dit la personne est adhérente à partir du moment où elle en fait la demande. Et après, elle nous enverra les documents pour finaliser le contrat. Ça, quand on était en atelier et qu'on en a parlé, il y a eu une levée de bouclier énorme parce que les gens ne concevaient pas qu'on puisse retourner complètement le process de cette façon-là. Et quand on a commencé à évaluer les risques,
on s'est rendu compte que les risques étaient minimes, parce que quand quelqu'un fait l'effort de venir dans une agence pour souscrire un contrat, elle a déjà fait ses recherches, elle a déjà fait sa comparaison, et elle est OK pour signer, donc elle constitue un risque absolument mineur. Ça, c'est typiquement le rôle du business analyst, d'être capable de dire, oui, vous voulez refaire la même chose, un petit peu mieux, mais est-ce qu'on ne peut pas le faire tout à fait différemment? Ça, c'est une vraie compétence. Il y a une certification qui essaye de valider cet ensemble de compétences-là. Aujourd'hui, elle s'appelle CBAP, Certified in Business Analyst Professional. C'est la seule certification, je vais dire, un peu sérieuse sur le sujet, qui n'est pas facile parce qu'il est multidimensionnel. Il faut parler des exigences, il faut parler d'élicitation des besoins, il faut parler de challenging des besoins, etc. Il y a pas mal de compétences qui sont derrière. Sinon, il y a une technique qui devient très connue maintenant, c'est celle du design thinking, où en fait on prend le parcours de l'utilisateur, c'est-à-dire votre parcours de vie, notre parcours de vie à tous, quand on veut acheter une voiture, par exemple, quand on veut acheter un appartement ou louer un appartement, quand on veut faire quoi que ce soit dans notre vie, on a un parcours d'achat qui passe par un certain nombre d'étapes avec des inquiétudes, un certain nombre d'étapes, par exemple le fait de ne pas pouvoir décrocher un prêt ou le fait d'envoyer des documents et de ne plus avoir de réponse. Dans notre vie de consommateur et de client, tous ces moments-là sont des moments qui sont difficiles. Et le design thinking vise à justement supporter ces moments d'inquiétude ou de stress-là du client ou de l'utilisateur et d'y apporter une réponse. Et ça drive complètement ce qu'il y a en arrière, les différents processus qui vont du coup devoir fournir l'information au bon moment, le petit mail qui va dire au client « vous inquiétez pas, on est en cours de traitement, tout se passe bien », ça rassure le client, c'est une information importante et du coup ça apporte de la qualité, de la visibilité au client et donc de la satisfaction. Ça s'appelle le design thinking. Je vais très vite, évidemment, dans les idées qui sont derrière tout ça, mais l'idée, c'est de dire ce sont des méthodes qui vont permettre de concevoir un nouveau processus, de valider un besoin plutôt qu'une envie, typiquement. Et alors là, de quoi on est en train de parler? On est en train de concevoir un nouveau processus. Parce qu'en fait, c'est ça qui articule une entreprise, c'est les différentes activités que les collaborateurs réalisent au fur et à mesure tout au long de la journée, tout au long de la vie de l'entreprise, pour fournir les services et les produits, selon le secteur d'activité, au bon moment, au client tel qu'il l'attend. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de transformer l'organisation à travers ces processus. C'est pas la fin des process. Aujourd'hui, on parle de digitalisation, etc. Si vous voulez digitaliser une activité de l'entreprise, il faut qu'elle soit fluide. Si vous ne savez même pas déjà expliquer ce que vous faites, si les gens n'arrivent pas à travailler ensemble, que l'information ne circule pas bien, ça ne sera jamais fluide, ça ne sera jamais digitalisable. Ce n'est pas la digitalisation qui va apporter une solution. C'est le redesign du processus, c'est l'amélioration du processus, parce que les processus, ils vont durer encore très très longtemps en entreprise. Quand on va parler d'agilité dans un petit moment, on va voir que pour qu'il y ait de l'agilité, il faut qu'il y ait de la structure, et donc un certain nombre de processus, on y reviendra. Donc cette business analyse, elle va permettre d'imaginer un nouveau processus beaucoup plus fluide, beaucoup plus performant, qui amène une qualité infiniment supérieure à l'utilisateur, au client, et donc qui va participer à la différenciation, c'est-à-dire à l'approche client qui aura été déterminée dans le balance scorecard et en droite ligne avec la vision, la mission et puis la raison d'être de l'entreprise. On continue d'aligner l'ensemble de ces dispositifs-là parce que une entreprise, ça va dans une direction bien particulière et toutes les ressources, tous les collaborateurs, les outils qui sont utilisés doivent permettre d'aller dans cette direction-là. C'est comme ça que ça marche, ou sinon, plus personne ne comprend rien dans ce qui se passe dans l'organisation. Alors, à un moment donné, on a parlé de processus, mais sur quoi s'appuient les processus? Ils s'appuient sur de l'information. On est tous plus ou moins dans des entreprises de services, où on a besoin de connaître le client, les produits, ses produits d'ailleurs, où on va pouvoir faire de la veille, aller collecter de l'information, des données, on sait bien que Data First aujourd'hui, tout ça ce sont des informations. Il y a des différences entre information et données, on va en reparler dans un instant quand on regardera Covid. Mais les processus métiers, ils se basent sur de l'information. Quand vous êtes sur un processus de relation client, vous ne faites que manipuler de l'information. L'information qui concerne vos clients, l'information qui concerne votre catalogue de produits, qui concerne éventuellement le catalogue de produits de vos concurrents, à travers de la veille concurrentielle, vous êtes tout le temps en train de manipuler de l'information. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se base sur des systèmes d'information, c'est-à-dire sur de l'informatique.
Mais ce qui est important derrière, c'est pas l'informatique, c'est pas la donnée, c'est l'information. Quels sont les types de clients qui m'achètent? Quels sont les types de produits, les produits de mon catalogue qui sont les plus vendus, qui sont les plus rentables? Quels seraient les types de produits qui seraient demandés demain par mes clients et qui constitueraient une nouvelle source de revenus? Tout ça, c'est de l'information, c'est pas juste de la donnée. Et donc, il y a besoin que cette information soit disponible pour mes processus. Et cette information, bien sûr, va venir de systèmes informatiques, la plupart du temps, aujourd'hui de plus en plus, si on parle de digitalisation, c'est pour ça. Et donc, il y a un moment donné, il faut qu'on fasse la liaison entre mes processus métiers, que j'ai vu dans BPM, et puis tout ce que je vais mettre en place dans l'informatique. Et donc là, on voit qu'il peut y avoir des objectifs qui sont différents. Par exemple, dans le business, vous allez pouvoir avoir envie de réduire les coûts, bien entendu. Si on veut améliorer la performance de l'entreprise, on va chercher forcément à réduire les coûts à un moment ou à un autre, alors que peut-être qu'en informatique, vous allez devoir au contraire investir. Donc on voit bien qu'on a des objectifs business qui tirent les coûts vers le bas et des objectifs informatiques qui tirent les coûts vers le haut pour pouvoir permettre de répondre aux besoins d'information, etc. Donc il peut y avoir à un moment donné un désalignement entre les attentes business et les attentes informatiques, on va dire ça dans ce genre. Et pour pouvoir aligner ces deux grands intérêts, on a besoin d'un référentiel, et ce référentiel, il s'appelle COBIT. En tout cas, la problématique qu'il y a derrière, c'est la gouvernance des systèmes d'information. La gouvernance des systèmes d'information, ça vise à préciser quels sont les risques apportés ou traités par l'informatique, quelle est la valeur de l'informatique pour le métier, quelle est la stratégie d'alignement de l'informatique sur le métier, quelles sont les ressources nécessaires vis-à-vis de l'informatique. Et tout ça, c'est des grandes dimensions. Ces dimensions-là sont des grandes dimensions auxquelles la direction générale veut avoir des réponses. La direction générale veut avoir la réponse selon laquelle on réduit les risques liés à l'informatique, et l'informatique aide à mieux gérer les risques de l'entreprise. Si jamais on a un gros pépin dans l'entreprise, que l'informatique puisse prendre le relais et que ça ne soit pas au contraire une source de risques supplémentaires. La direction générale, elle veut que l'informatique apporte de la valeur, que les services informatiques apportent de la valeur au métier. Que demain, si on informatise, on digitalise une fonction, ça ne soit pas plus compliqué, ça ne soit pas plus lent, ou qu'on ne puisse pas traiter moins de dossiers qu'on le faisait avant, je vais caricaturer, à la main. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'apport de valeur. Toutes ces grandes dimensions-là sont des dimensions qui permettent de dire à la direction générale, l'IT, la DSI apporte de la valeur, apporte des services, réduit les risques, etc., etc. Et ça, COBIT l'apporte. COBIT, c'est un référentiel extrêmement puissant qui permet d'aligner tous les processus IT. Qu'est-ce que j'ai comme processus IT? La gestion des incidents, la gestion des problèmes, la gestion des accès, la gestion des mises en production, etc. Les RH qui sont liés à l'IT, la qualité, l'architecture. Tout ça, ce sont des processus IT qui sont vraiment dans l'informatique, mais qui ont besoin d'être pilotés par les métiers. On n'oubliera pas, parfois ça peut être utile de le rappeler, que l'informatique est au service des métiers. Et donc les moyens qui sont donnés à l'informatique, ce sont des moyens nécessaires pour soutenir les activités métiers. Un certain nombre de DSI ont tendance parfois à l'oublier. Mais un COBIT permet d'aligner les objectifs IT avec les objectifs métiers et de faire les choix d'investissement informatique qui correspondent à l'apport de valeur pour le métier maximum. COBIT. Autour de ça, le pendant de COBIT, c'est CISA, c'est Certified Information System Auditor, où là, on a une certification qui est délivrée par l'ISACA, comme COBIT également, qui permet de faire l'audit de tout un système d'information. Alors quand on parle de système d'information, c'est pas juste les serveurs, les routeurs, les switches, etc., et les applications. C'est aussi l'organisation. Et c'est pas pour rien que l'ISACA propose à la fois CISA et COBIT. COBIT, justement, permet d'organiser toutes les dimensions de la DSI, et CISA permet d'auditer une organisation informatique. Et encore une fois, un audit extrêmement vaste, pas seulement sur le matériel et le logiciel, mais l'organisation, la gestion des risques, la gestion de la continuité également informatique, c'est-à-dire en cas de gros pépins dans le métier, dans le bâtiment, une coupure de courant, je ne sais pas trop quoi, une pandémie par exemple, eh bien comment on s'y prend pour assurer la continuité du business. Voilà l'ensemble des éléments qui font l'organisation d'une DSI et qui permettent à un auditeur certifié CISA, par exemple, de mener son audit avec des préconisations. Naturellement, un audit qui pointe simplement du doigt les choses qui ne vont pas, ça n'intéresse personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on pointe du doigt, mais aussi qu'on apporte des propositions de correction, d'amélioration.
CISA, c'est une des meilleures pratiques, une des certifications les plus recherchées, les plus reconnues dans le monde aussi. C'est pour ça que je vous en parle un tout petit peu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est en lien avec l'architecture. Alors l'architecture d'entreprise, c'est quelque chose qui a pris naissance il y a une bonne dizaine d'années, parce que partir des métiers et arriver tout en bas dans le moindre serveur, dans un data center ou une donnée stockée à un endroit, dans le cloud ou en interne ou que sais-je, ça passe par tout un tas de couches, ça passe par tout un tas d'étapes. Par exemple, ce qu'on a dit, c'est que ce qui était le plus important, c'était les processus métiers. Mon processus de suivi de la relation client, mon processus de production d'une voiture ou de ce que vous voulez, d'un bateau, de ce que vous voulez. Ça, c'est le plus important. Et on a dit que ces processus-là, ils avaient besoin d'informations. Encore une fois, informations sur les clients, sur le catalogue, sur le marché, bref, d'informations. D'où viennent ces informations? Elles viennent d'applications. D'applications qui sont hébergées sur des systèmes, des serveurs, des baies de stockage, en cloud, encore une fois. Et ces applications, elles font quoi? Elles utilisent des données. Ces données, elles, sont stockées sur des serveurs. C'est-à-dire qu'on a 5 couches. On a la couche process, on a la couche information, on a la couche application, on a la couche données et on a la couche système. Et vous imaginez bien que si on change quelque chose dans le processus métier, si on ajoute un besoin d'information, si on veut avoir par exemple la catégorie socio-professionnelle ou bien la localisation géographique d'un client dans notre processus de relation client, il va y avoir des répercussions dans tout le reste. C'est-à-dire qu'il va y avoir besoin de cette information-là, donc couche information. Cette information-là, il va bien falloir qu'elle soit manipulée par une application, donc on va avoir un impact sur la couche application. Cette application, elle va utiliser des données, donc il va y avoir un impact sur la couche données, il va falloir rajouter une série de données liées à ça, et ces données, il va bien falloir les héberger quelque part, donc sur des baies de stockage, sur des serveurs qui vont être répliqués pour la redondance et pour la continuité de l'activité. Donc on voit bien que quand on change quelque chose dans les processus métiers, on doit réaligner 5 couches différentes qui sont complètement transverses. L'information, c'est l'information en entier de l'entreprise. Quand on parle par exemple d'information, c'est un client. Qu'est-ce que c'est qu'un client dans l'entreprise? Si vous posez la question à 10 personnes dans l'entreprise, vous allez avoir très probablement 10 réponses différentes. Et donc l'idée de cette couche d'information, c'est que tout le monde utilise les mêmes termes, le même vocabulaire. Ensuite, les applications, ça donne naissance à l'urbanisation des systèmes d'information. Comment est-ce que les différentes applications, le back-office, le front-office, le data warehouse, la relation client, la messagerie, comment tout ça fonctionne ensemble et est relativement interconnecté. Et puis ensuite, on a les données, parce qu'évidemment, pour pouvoir dire combien on a de clients, il faut être en mesure de dire un client, c'est un nom, un prénom, une adresse, un numéro de téléphone, c'est également un mail, et puis c'est un certain nombre de contrats signés ou d'achats déjà signés. C'est à ce moment-là qu'il devient un client. Tant que c'est pas signé, c'est pas un client, c'est un prospect. Et donc ça nécessite, vous venez de voir, 5, 6, 7, 10 données différentes. Et l'ensemble de ces données caractérise un client. Un client, c'est une information. Et donc on voit bien qu'à un moment donné, ces applications vont utiliser des données qui vont être un petit peu partout, stockées un petit peu partout. Pour garder alignées ces 5 couches, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on a affaire à des métiers différents. Quand on est dans le stockage, on est dans de la technique vraiment matérielle pure. Quand on est dans les process métiers, on est dans le métier de l'entreprise, on n'est plus du tout dans l'informatique. Et donc du coup, pour tenir alignées toutes ces dimensions-là, et que chacune de ces 5 couches soit la plus fluide et la plus homogène possible, c'est un vrai travail, ça s'appelle l'architecture d'entreprise. Alors aujourd'hui, il y a un référentiel qui parle de ça d'une manière vraiment mature, structurée, c'est TOGAF. TOGAF, c'est un référentiel d'architecture d'entreprise qui est disponible, c'est une certification qui est assez recherchée, en tout cas c'est quasiment la seule internationalement reconnue dans le domaine de l'architecture d'entreprise. C'est très intéressant, c'est une démarche également itérative, vous êtes dans un cycle où vous faites évoluer progressivement votre système d'information, toute votre architecture, parce que ça ne peut pas se faire évidemment en mode Big Bang, et qu'en permanence on est obligé de faire des ajustements, des modifications dans son architecture. Ça a donné naissance, bien sûr, au métier d'architecte d'entreprise, au métier d'architecte technique, d'architecte fonctionnel. Il y a plein de choses, il y a plein de métiers qui ont émergé de ce millefeuille en fait, technologique qui est lié à la gestion de l'information.
Et donc là, on a une pile verticale, l'architecture de l'entreprise, qui ne va pas tout à fait jusqu'en haut, parce qu'à un moment donné, quand on est dans les processus métiers, on est dans d'autres profils. On n'est plus du tout dans des profils d'informaticiens, on est dans des profils de gens qui sont dans les métiers, qui sont d'anciens experts métiers ou d'anciens opérateurs métiers. Il faut connaître le métier d'une manière vraiment profonde. Un informaticien, dans l'informatique, on a suffisamment de choses à faire au niveau des systèmes, des solutions, etc., pour comprendre qu'on ne soit pas omniscient et qu'on ne puisse pas comprendre dans le détail non plus le métier. Ça, ce n'est pas possible. Ce sont des types de personnes, d'appétences, d'intérêts différents. Il faut en avoir conscience avant de faire des bêtises. Donc là, on était dans l'architecture. Ensuite, on a bien sûr toutes les problématiques qui sont liées à la mise en œuvre des solutions informatiques. Alors, la mise en œuvre des solutions informatiques, ça passe par un référentiel sur lequel il n'y a plus tellement de débat, qui s'appelle ITIL, où là on parle de gestion de services, c'est-à-dire de mettre en place des nouveaux services, de modifier des services, ça s'appelle la gestion des changements, de co-construire les services. Dans la version 4 d'ITIL, on parle beaucoup de co-construction, de chaînes de valeur, dit-il. Là, il n'y a plus tellement de débat quand vous avez à gérer des mises en production, quand vous avez à gérer des incidents, des problèmes, à sécuriser une infrastructure, etc. Il n'y a plus tellement de débat, c'est ITIL. Et vous allez avoir plusieurs niveaux, bien sûr, de certification dans ITIL, en fonction du fait que vous êtes dans le fondation, que vous êtes dans le managing professionnel, dans la digitalisation. Vous allez avoir plusieurs cursus différents. C'est une des certifications les plus recherchées aussi dans le domaine de l'IT. Alors on n'est pas du tout dans la technique, dans ITIL, on est dans l'organisation, on est dans les processus, on est comment est-ce qu'on organise un centre de service par exemple, comment est-ce qu'on fait en sorte que les déploiements soient fluides, qu'on ait des environnements de tests, de pré-production, de production qui soient maîtrisés, qui permettent de faire du développement continu, de l'intégration continue, on va en parler dans un petit instant dans DevOps. Bref, ITIL explique comment organiser les activités d'une DSI. On n'est pas dans la technique pure, bien entendu, dans ITIL. Tout ce qu'on est en train de se dire ici, chez Skills4All, ce sont des méthodes, des référentiels qui permettent d'organiser le travail, de fluidifier le travail, d'avoir les bonnes décisions par les bonnes personnes et d'avoir les bonnes méthodes, bien entendu. On n'est pas dans la technique. Donc une fois qu'on maîtrise les incidents, les problèmes, les accès, etc., les mises en production, on a un aspect très important qui est également piloté par la gouvernance, c'est la sécurité de l'information. Alors, j'ai pas mis sécurité des systèmes d'information, parce que la sécurité de l'information, c'est beaucoup plus vaste que ça. Si on ne fait pas de la sensibilisation de personnes, on peut mettre tous les antivirus qu'on veut, on aura des problèmes. Si on ne sensibilise pas, si on ne forme pas à la sécurité de l'information dans l'entreprise, on peut avoir des fuites. On peut avoir des gens qui parlent de sujets extrêmement sensibles de l'entreprise dans le train, par exemple, où ils sont écoutés par plein de gens et potentiellement des concurrents. Ça fait partie de la sécurité de l'information. La sécurité de l'information, ce n'est pas juste une problématique de l'informatique. D'ailleurs, la plupart du temps, ça n'est pas une problématique d'informatique. Majoritairement, c'est surtout une sensibilisation aux pratiques de sécurité. Les mots de passe qui sont écrits sur un post-it et collés sur l'écran parce qu'on nous demande de changer le mot de passe toutes les 3 semaines, ça fait partie de la sécurité de l'information. Et où on parle de tout ça d'une manière détaillée dans ISO 27001 et 27002, par exemple. Alors, ce sont des certifications qui sont de plus en plus recherchées aussi, parce que mettre en place une sécurité de l'information dans l'entreprise, c'est pas juste mettre en place un firewall ou d'installer un antivirus. Vous comprenez bien que ça va bien plus loin que ça. C'est la sensibilisation des personnes, c'est la classification des informations, c'est l'identification des menaces et des réponses qui sont les mieux adaptées pour faire face à une situation, par exemple, d'intrusion ou de fuite de données. Tout ça est lié à une norme qui explique ça en long, en large, en travers, sous une forme de méthode, c'est ISO 27001. Ensuite, on a des outils qui permettent de mettre en place cette norme, des outils qui sont liés à la formation, à la description d'une politique de sécurité de l'information, et ça, par exemple, c'est 27002, ISO 27002 qui explique. Vous avez différentes certifications qui existent là-dessus, qui ont une forte valeur, qui permettent de mettre en œuvre d'une manière assez opérationnelle un certain nombre de réponses pour sécuriser le mieux possible et être dans une boucle d'amélioration continue de la politique de sécurité de l'information. Ensuite, vous avez une certification qui est, alors là, vraiment très élevée.
où on parle de tous les aspects de la chaîne de sécurité, c'est-à-dire depuis la politique de sécurité jusqu'à la sécurisation des routeurs, des firewalls, des trafics réseau, du Wi-Fi, des applications, tout ce que vous voulez. Là, vous avez une certification qui s'appelle CISSP, qui est délivrée par l'ISC2, qui est une des certifications, voire la certification la plus recherchée dans le domaine de la mise en œuvre opérationnelle d'une politique de sécurité de l'information. Là, il faut rentrer les mains dans le cambouis, il faut s'occuper des serveurs, il faut s'occuper des flux, il faut s'occuper des applis, de l'interconnexion, de la validité des données, de la sécurité des données, etc. Et là, ça impose des connaissances plus techniques au sens large. Et là, c'est plus ISO 27000 parce qu'on est au niveau de l'organisation et des processus. Là, dans CISSP, on est vraiment au niveau des outils, des solutions qu'il faut mettre en place pour sécuriser. C'est une des certifications vraiment les plus reconnues, voire la certification la plus reconnue dans le domaine de la sécurité de l'information. Voilà. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et pour nous laisser un petit peu de contenu pour une prochaine fois où on parlera d'agilité, d'amélioration continue, de projets, de programmes, etc. À très bientôt.